j'ai donc une formation d'ingénieur. J'ai, dans les temps héroïques, passé 10 ans avec Émile Lepp et Michel Castellango, ici présentes, dans un laboratoire d'acoustique musicale. Puis ensuite, je me suis orienté plutôt vers la parole et vers l'informatique. Et puis, au bout de quelques temps, je suis allé un peu vers les sciences cognitives, mais j'en suis revenu. Et donc, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse plutôt à la voix parlée et à des aspects qui sont un petit peu, à mon avis, un petit peu négligés et qui, pour moi, sont tout à fait importants. Alors, voici ce que je vous propose. D'abord, quelques généralités sur voix et parole. Ensuite, on va parler d'effort vocal et de force de voix. Ensuite, je vous dirai quels sont mes objectifs dans ce travail. On va parler des données de voyelles sur lesquelles on travaille. Ensuite, un peu d'analyse spectrale et d'analyse discriminante. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Et ensuite, le point qui pour moi est focal, c'est les interactions entre la voix et la parole. Ce schéma, je l'ai présenté il y a une quarantaine d'années et il est trivial. C'est-à-dire que, premièrement, on parle de parole et on oublie la base, les fondements de la parole, c'est que c'est une activité qui se déroule entre deux interlocuteurs immergés dans une même situation et qui en général sont à portée de voix et de vue, très souvent. Alors qu'est-ce qui se passe dans la parole? Vous avez une personne qui parle, une personne qui écoute et qui répond ou qui interagit. On est dans le même environnement, on a la conscience du même contexte de l'histoire commune qu'on peut avoir, même limitée. Donc, une personne émet un message oral, l'autre rétroagit sur ce message oral et oralement, ou par geste, ou par toutes les manières possibles. Donc, il y a une interaction et tout ça, c'est du simultané. Et il y a également une situation qui est commune. Et puis éventuellement, l'un des deux interlocuteurs agit sur le monde, etc. Ça, c'est la parole. Il se trouve que quelque temps après avoir inventé la parole, on a inventé l'écriture, ou les symboles, la communication par des symboles écrits, avec un immense avantage, c'est que on peut, avec l'écriture, communiquer à des années de distance dans le temps ou à des milliers de kilomètres dans l'espace. Et surtout, l'écrit conserve l'information que l'écrivain a mis dans son manuscrit. Donc ça, c'est un immense avantage puisque ça permet d'accumuler la connaissance, ce qui n'est pas forcément le cas de la même manière de la parole. Enfin, il y a une tradition orale, bien sûr, mais là, il y a même des bouquins écrits il y a plus de 2000 ans qui continuent à être des best-sellers, ce qui est assez curieux. Et seulement, le contrepoint de cela, c'est que dans le message, il y a beaucoup moins que dans la parole. Il manque tout ce qui règle l'interaction entre les interlocuteurs. Et donc, le message lui-même doit être tout à fait explicite. Il doit y avoir des règles, il doit y avoir un vocabulaire, une syntaxe, une manière d'agencer les phrases, etc. Tout doit être le plus parfaitement interprétable puisque celui qui le lira n'aura plus conscience, n'aura plus la possibilité de réagir sur celui qui l'a écrit. Il ne faut pas chercher dans la parole les mêmes structures que celles qui sont dans l'écrit, tout simplement parce que la parole n'a pas ce rôle de transmission avec une barrière étanche entre l'émetteur et le récepteur. Donc, une chose qui est trop oubliée à mon avis, c'est que la parole est une activité située, qui ne se conçoit qu'en situation. Si vous sortez de la parole d'une situation, c'est de la parole morte. Ça n'est plus que de la parole figée, morte. Quand on fait un enregistrement et qu'ensuite on l'étudie en laboratoire, c'est déjà de la parole, je dirais pas morte, mais figée. Et quand on fait soutenir une voyelle soutenue, par exemple, devant pour faire un phonétogramme ou pour faire étudier tel timbre ou tel truc, eh bien, ça, c'est de la parole morte. C'est pas de la parole, c'est du signal vocal, mais c'est pas de la parole. Et autre chose, la parole n'est donc pas de l'écrit oralisé.
il faut pas, et malheureusement, spécialement chez les ingénieurs, parce que les phonéticiens savent ça depuis toujours, enfin certains, mais chez les ingénieurs, par exemple, qui ont eu des machines très puissantes pour traiter le signal, faire des trucs et des machins, eh bien, on a commencé par penser que la parole, c'était de l'écrit prononcé par une sorte de parleur idéal qui prononce tout ce qu'il y a dedans. Mais dans la parole, on ne prononce pas tout ce qu'il y a dans le signal qu'on émet. Pas du tout. On peut laisser des blancs, on peut bégayer, on peut omettre des fins de phrases, mais on peut continuer avec des gestes. Ça fait rien, puisqu'il y a cette boucle-là. Hein, et qu'on agit ensemble et qu'on est dans la même situation. Donc la parole n'est pas de l'écrit oralisé. Et donc c'est une grosse erreur méthodologique de chercher, par exemple dans le signal de parole, à le transformer en écrit. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors, bon, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais c'est vraiment un des fondements qu'il faut garder présent à l'esprit, à mon avis. Alors justement, c'est cet aspect de différence entre l'écrit et le parlé qui a fait longtemps considérer que, enfin chez les ingénieurs en tout cas, que la parole c'est bien, mais ça serait idéal parce qu'on pourrait parler avec les machines, etc. Bon, des utopies, etc. Mais c'est variable. Il y avait la malédiction de la variabilité de la parole. Pourquoi la parole est variable ? Bon, parce que c'est comme ça, parce que la parole c'est libre, les gens parlent mal, etc. Alors, bien sûr, la parole peut varier selon une quantité de facteurs, selon le genre vocal. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas la théorie du genre, pas dans l'université, mais si, c'est quand même la théorie du genre, puisque moi, ça m'intéresse pas de savoir si c'est une voix masculine, féminine ou enfantine, mais c'est quelle est l'échelle de distorsion de la parole propre à ce tel ou tel locuteur. Hein, on sait, pour faire bref, on sait que l'échelle formantique, c'est-à-dire en gros c'est une quantité qui est liée à la longueur du conduit vocal. Hein. Les hommes ont un conduit vocal un petit peu plus long que les femmes, et les femmes un petit peu plus long que les enfants encore, ça dépend quels enfants. Donc le genre vocal, c'est déjà un premier facteur de variation entre plusieurs messages de même contenu écrit, si vous voulez. Et donc le genre vocal, l'accent, on le sait bien, des variations régionales, socio-professionnelles, individuelles, les idiolectes et tous ces machins. Bon, c'est encore une variation. L'expression, j'aime pas qu'on parle d'émotion, parce que l'émotion, c'est trop compliqué. Mais l'expression, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on utilise. Bon, selon l'expression, on va articuler différemment. Selon l'état physique, la fatigue, l'état de stress, la tonicité, etc. Bon, voilà des facteurs de variation de la parole qui contribuent à dérouter les gens quand on les cherche tel formant à telle fréquence ou telle syllabe ou tel machin. Eh bien, on le trouve pas et on dit c'est parce que la parole est variable ou parce que les gens parlent mal. Mais l'un des plus grands facteurs de variation, c'est la situation dans laquelle sont les interlocuteurs. Moi, par rapport à ce que vous constituez comme auditoire, ou par rapport à chacun de vous, ou deux personnes qui parlent directement, etc. Donc, je crois qu'il y a parmi ces facteurs qui tiennent à la situation relative des deux interlocuteurs, il y a le rôle de l'effort vocal. Là, je parle beaucoup plus fort que je ne parle quand je suis à 2 mètres de mon interlocuteur. C'est normal puisque je dois atteindre chacun de vous qui est à 5-6 mètres. Alors, donc, retenons, dans le signal vocal, réel, pas la parole morte, figée, calibrée, tout ça, toutes les sources de variabilité sont mélangées. Quand on étudie la parole du point de vue de l'ingénieur, on essaye de trouver des invariants. Exemple, les formants. Exemple, telle ou telle explosion au début de telle ou telle plosive, tel ou tel bruit, telle ou telle structure. Eh bien, la recherche, pour moi, la recherche d'invariants absolus, c'est-à-dire la recherche dans le signal d'un indice qui dirait « tiens, c'est un A, c'est un I, c'est un accent de telle et telle nature », c'est une illusion. C'est une illusion. Par contre, ce qui n'est pas illusoire, c'est l'élucidation des relations entre tous les aspects du signal. Alors les aspects du signal, voilà, c'est ce qui nous dit
que ben machin dit telle chose, mais c'est plutôt une voix masculine, ou c'est plutôt une voix impérieuse, ou c'est plutôt quelqu'un d'un peu fatigué, etc. Donc ces aspects, nous les décodons, ils font partie de notre boucle d'interaction entre les interlocuteurs, et ce sont ces grandeurs, ces quantités relatives qu'il faut essayer de comprendre sans imaginer que c'est simplement des parasites. Hein, si on cherche que de la phonétique dans le signal vocal, eh ben on ne peut pas le trouver. Voilà. J'avais commencé à vous dire tout à l'heure que l'effort vocal, c'est une notion qui m'est un petit peu étrangère dans son sens physiologique. Le problème, c'est que moi, je voudrais étudier l'effort vocal, mais étudier avec des moyens scientifiques ou reproductibles, etc. Et comment peut-on mesurer l'effort vocal? Peut-être avec la pression sous-glottique, mais c'est quand même pas pratique s'il faut se promener avec un petit tube pour aller mesurer la pression à l'entrée des cordes vocales, de la glotte. Bon, donc c'est pas une notion. La notion d'effort vocal, c'est une notion qu'on utilise très couramment en phoniatrie et qui correspond bien à quelque chose, mais qui, moi, me satisfait pas parce que je peux pas l'objectiver. Je peux pas mettre un chiffre, mettre une grandeur dessus. Donc je cherche une grandeur qui, elle, soit objective, et c'est ce que j'appelle la force de voix. Ce terme n'est pas déposé, hein, disons que c'est une convention pour ce qui me concerne. Alors, donc l'effort vocal donc est lié à la prise en compte de l'interlocuteur. Si je parle plus ou moins fort, ça n'est pas parce que vous, auditeurs, êtes plus ou moins loin. C'est parce que moi, j'imagine que pour vous parler à cette distance, dans cette ambiance, je dois parler avec telle force de voix. Donc, l'effort vocal, c'est moi qui l'imagine à partir de mon expérience de l'interaction avec un interlocuteur. Prenons un exemple où les interlocuteurs sont pas en direct, sont pas en communication directe. Un présentateur de télévision, il parle avec quelle force de voix? Eh ben, il parle avec la force de voix qu'il imagine nécessaire pour toucher auditivement son auditeur, qu'il imagine dans un salon, dans son fauteuil, son canapé, à une distance de 3-4 mètres de la personne qui parle. Et c'est cette force de voix qu'il va adopter en général. Alors, les choses changent quand vous voyez un débat télévisé où les gens sont plus des professionnels de la prise de voix, mais donc là, ils peuvent discuter, ça peut être très très fort, ça peut être très très faible. Bon, on corrige avec la prise de son, hein, mais vous voyez, la notion d'effort vocal, pas au sens phoniatrique, mais au sens de la régulation du niveau qu'on émet, c'est une notion qui est assez subjective et qui est propre à l'individu qui parle. Ensuite, chacun sait que la marque de l'effort vocal est inscrite dans le signal. Chacun sait que en amplifiant une voix faible, on n'en fait pas pour autant une voix forte. Ça fait une voix faible amplifiée et c'est tout, hein. Et donc ça veut dire que la caractéristique de la force de voix, elle est intrinsèque au signal et que c'est pas une question de niveau sonore reçu. Ceci me permet de rappeler qu'il y a quand même une situation relativement nouvelle. La situation naturelle, c'est celle qui a prévalu pendant quelques millions d'années jusqu'à présent, et les situations artificielles, ce sont celles où on utilise un micro, un haut-parleur, un téléphone, enfin un moyen qui permet de défier la distance. Et donc, ça c'est déjà dit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le message qu'on veut faire passer, c'est pas forcément un message de nature linguistique. C'est pas forcément quelqu'un qui va prendre sous la dictée. C'est pas forcément ça l'intérêt, puisque dans la voix, on va faire passer plein de trucs qui sont pas. C'est le propre de la parole, comme je voulais, comme de la communication orale, comme je l'ai indiqué au début. Et donc le parleur tient compte de la distance supposée de l'auditeur, des conditions acoustiques. S'il y a du bruit, on va parler plus fort.
ça s'appelle l'effet lombard, hein, mais on va tenir compte aussi de la réverbération, on va tenir compte aussi des capacités auditives de l'auditeur. On ne s'adresse pas à une personne dont on connaît les difficultés d'audition comme on s'adresse à une personne normalement entendante, hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette modification que l'on imprime à sa propre force de voix, c'est largement inconscient. Il faut être un petit peu spécialiste ou un petit peu motivé pour en prendre conscience. Moi, je vous parle plus fort que d'habitude, mais je suis habitué, donc je le sais. Mais autrement, je ne le serais pas. Comme un certain nombre de semi-réflexes du corps humain, hein, le rétrécissement de la pupille quand il y a une illumination trop forte, l'adaptation tympanique quand on sait qu'il va se produire un son fort devant soi, et ben on tend un petit peu certains muscles de l'oreille interne moyenne et on réduit le choc. La portée de la voix, eh bien, vous savez ça, hein. La voix couvre une dynamique absolument fantastique. Quand on chuchote au plus bas du plus bas niveau du bas niveau, c'est de l'ordre du silence ambiant dans une pièce normale, hein, quelques 30 décibels. Et puis on arrive, certains individus particulièrement doués arrivent à produire des sons de 120 décibels. Alors là, je parle de décibels SPL, c'est les décibels que mesure le sonomètre, hein. Mais bon, 120, c'est quand même un petit peu rarissime. Mais enfin, 90, 100 décibels, chez les chanteurs, je pense que, hein, t'as dit, on doit atteindre des niveaux de cet ordre-là, hein. Donc une dynamique absolument fantastique. La portée, quelques centimètres, bien sûr, à quelques centaines de mètres. Il faut aussi penser que quand la voix s'atténue avec la distance, bon, c'est une affaire de physique, hein, comme l'énergie portée par l'onde est constante et que la surface du front d'onde s'agrandit comme le carré de la distance, eh bien, on a en principe, si j'étais une source ponctuelle plongée dans l'air, en haut de l'annapurna et qu'il n'y a absolument rien autour de moi, j'aurais une décroissance de 6 décibels chaque fois qu'on double la distance. Mais ça, c'est théorique. Dans la réalité, on repose toujours sur quelque chose. On est sur un sol. Même en plein air, il y a de l'herbe, il y a du caillou, il y a du gravier, il y a du béton. Ça fait pas du tout les mêmes atténuations. Et l'atténuation, bien sûr, augmente avec la distance. Je parle même pas de la directivité. Mais l'atténuation est plutôt de l'ordre de 3 ou 4 décibels chaque fois qu'on double la distance. Et quand on est dans une pièce close, évidemment, ça décroît un petit peu dans les premiers mètres. Et puis ensuite, il y a tout le champ ramené par l'acoustique de la salle qui fait que la décroissance n'est plus du tout ça. Donc, vous voyez, déjà, la notion on émet un niveau donné et quel niveau physique va recevoir l'interlocuteur, déjà ça, c'est déjà compliqué. Alors, donc, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, donc trois grands modes. Mode chuchoté, encore qu'il faudrait faire des nuances dans le chuchotement, hein. On peut chuchoter faible, on peut chuchoter fort. C'est une voix de proximité qui est largement dégradée sur le plan de l'intelligibilité, puisqu'il n'y a plus la voix pour marquer le voisement de certaines consonnes et tout ça. Donc l'espace conversationnel, voilà, pour des distances de quelques mètres, et avec une dynamique relativement faible, hein. Si je parle par exemple comme ça, normalement, là vous m'entendez plus bien sûr, je vois bien, mais bon, et si je mets à parler quand même nettement, comme si vous étiez 300 dans l'amphi, eh bien, entre ces deux extrêmes, on a 20 à 30 décibels, hein, c'est la dynamique usuelle qu'on utilise tous les jours, 24 heures, 18 heures par jour, voilà. Et puis, la voix criée, alors, parmi ça, il y a ce qu'on appelle la voix portée, hein, c'est une voix forte qui est faite pour porter à distance. Et la voix criée, c'est un petit peu différent, c'est vraiment, on fait le plus du plus qu'on peut faire, c'est complètement dégradé sur le plan de l'intelligibilité, on est obligé d'allonger les syllabes, on peut plus manipuler l'intonation comme on aimerait le faire parce qu'on est déjà le plus haut qu'on puisse produire, donc voilà, c'est très spécial. Alors, malheureusement, dans la littérature,
on s'intéresse essentiellement, enfin souvent, beaucoup, au contraste entre la voix criée et la voix, disons, la voix neutre. Et pour moi, c'est pas du tout le domaine qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre le très faible et le très fort. Parce que ça, c'est 99% du temps. J'ai pas l'habitude de crier, et puis, bon, on chuchote, vraiment dans des circonstances un petit peu particulières, mais 99% du temps, on utilise une voix qui est dans ce registre-là, entre très faible et très fort. Et puis alors, on parle souvent de voix modale, ou de voix neutre, ou de voix normale. C'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je sais pas ce que c'est que la voix normale. Il faudrait être un petit peu plus rigoureux si on voulait arriver à quelque chose de plus objectif. Ensuite, là, je crois l'avoir déjà dit, l'usage des systèmes électroacoustiques depuis quelques dizaines d'années modifie complètement les usages de la voix, puisque maintenant c'est devenu un style, hein, on se met le micro pratiquement au niveau de la glotte, et puis on produit avec ça des sons qui sont tout à fait intéressants et dont on peut faire de la musique, pourquoi pas, hein, bien sûr. Mais je veux dire que ça c'est quand même récent, hein, par rapport à l'évolution. Alors, comme il faut quand même essayer d'être un peu objectif, eh bien, on va utiliser ce terme de force de voix pour désigner ce que le niveau sonore que la personne émet réellement. Pas celui qui est reçu à distance, qui n'est pas la même chose, ou celui qui est enregistré sur un support magnétique après intervention du preneur de son, qui doit respecter une certaine dynamique par rapport au bruit de fond. Eh bien, comment ne pas confondre cette intensité émise par le parleur, que j'appelle force de voix, et l'intensité reçue par l'auditeur. Première chose. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas enfin, l'effort vocal, notion respectable et utile, est une notion quand même essentiellement qualitative. Et si on mesure l'intensité, alors bon, je suis physicien, je vais mesurer l'intensité produite sous forme de l'énergie contenue dans l'onde sonore, eh bien, encore faut-il savoir sur quelle durée. Les sonomètres ont deux constantes de temps. Il y a une constante de temps de, je crois, 1 seconde 25. Ça, c'est la constante lente, c'est-à-dire qu'on intègre tout ce qui se passe en 1 seconde et quelques, c'est-à-dire de quoi prononcer une phrase, hein. Et l'autre constante de temps, c'est, je crois, 125 millisecondes, ou enfin quelque chose comme ça, et ça ne couvre pas les pointes d'intensité qu'il y a, par exemple, à l'intérieur d'une phrase. Alors donc on va définir une certaine durée et certains instants pour mesurer cette force de voix. Donc on va arriver à cette définition-là. On va appeler force de voix une grandeur physique, mesurable, reproductible, sur une fenêtre gaussienne ou autre, enfin de durée 50 millisecondes, donc c'est assez ponctuel, ça suffit pour capter n'importe quelle voyelle, même courte, et on prélève cette intensité sur le noyau vocalique, c'est-à-dire l'instant à peu près au centre ou au tiers de la voyelle du noyau vocalique, quoi. On reviendra sur ces questions de pondération A par la suite. Et bien, ceci étant posé, oui, ça va vite, hein, voici les objectifs que je me propose. Démêler les divers aspects qu'on peut appeler aussi des descripteurs de dimensions de la voix parlée ordinaire, et essayer de comprendre leurs lois de variation, et ceci à l'appui d'un modèle dont on ne parlera peut-être pas parce qu'on n'aura pas le temps, de la perception auditive. Sur quoi on travaille actuellement? Sur des voyelles du français émises isolément. Alors d'accord, c'est pas la parole, c'est des sons isolés, mais il faut bien commencer par quelque chose, et même si on parle de changement ou de transition, etc., les transitions, c'est bien quand même entre deux états quasi stables ou métastables. Donc ça vaut peut-être le coup quand même de regarder ces voyelles isolées. Et on va essayer d'extraire des indices du signal qui représentent les divers aspects que j'ai évoqués jusqu'à présent.
aspects phonétiques, hein, des indices acoustiques, des traits phonétiques, des voyelles, donc qui représentent la force de voix dont je viens de parler, qui représente l'échelle formantique qui, elle, indique le genre vocal, le fait qu'une voix soit plus ou moins aiguë intrinsèquement, qui permettent de caractériser le locuteur et qui soient peut-être liés aux conditions d'enregistrement. Alors, les bases de données, je ne vais pas insister puisque vous pouvez comprendre, il faut vraiment que j'ai la grandeur que je veux étudier, qui me sert de référence, c'est la force de voix. Et il faut qu'à chaque son émis par un locuteur soit attaché une valeur de cette grandeur que j'appelle force de voix. Alors ça, c'est la première base de données qui remonte à une bonne vingtaine d'années, que j'appelle Coran, parce que c'était enregistré à Coran, en ambiance familiale, et que dans les congrès, j'appelle CRC, parce qu'on m'a dit non, c'est pas bien de donner un nom de village à des données, c'est trop perso, etc. Bon. Alors, voilà, ça se passe comme ça. Vous avez un locuteur ou locutrice assis à une table, donc il ne bouge pas trop, le microphone à 30 cm, et l'opérateur, c'est-à-dire moi, qui propose une petite discussion, une petite phrase que le sujet répète, et puis ensuite on prononce une série de voyelles et le locuteur répète, et puis on fait ça tout près, là, à 40 cm, la distance entre les deux interlocuteurs, 40 cm, 1,50 m, 6 mètres, et on a 12 voyelles produites par 7 locuteurs, donc hommes et femmes, avec 3 conditions de distance, proche, moyen et loin. Et ça fait 720 éléments que j'appelle des tokens, par une espèce d'anglomanie idiote, parce il suffirait de dire éléments sonores, mais c'est plus long. Et là, j'ai précisé que c'est un enregistrement un petit peu ancien, donc il y a un petit peu de bruit de fond, la dynamique électroacoustique n'est pas extraordinaire, mais enfin. Et puis surtout, c'est un microphone de reportage, et donc je me suis aperçu récemment que la réponse n'était pas du tout la même que celle d'un microphone de bonne qualité. Voilà, il n'y a pas de calibration du signal sonore, je le regrette beaucoup, mais je ne peux pas refaire. Mais les conditions d'enregistrement et de distance sont maintenues à peu près constantes d'une session à l'autre, même une session à 6 mois d'intervalle. Alors, voici par exemple ce qu'on obtient avec voici un petit exemple du déroulé d'un enregistrement. Alors oui, là c'est ça. Vous arrivez plus tôt demain. Voilà. A. I. U. E. O. Donc voilà un exemple, voici un deuxième exemple, mais là vous avez pu entendre que l'opérateur est loin, c'est la condition de distance éloignée, donc l'opérateur on l'entend beaucoup moins fort, mais sa force de voix est plus forte, et on peut supposer, ce qui se vérifie à peu près, que dans l'interaction, chacun adopte la force de voix proposée par l'autre, puisque en général c'est à peu près réciproque. Voici. Vous arrivez plus tôt demain. Vous arrivez plus tôt demain. A. A. I. I. U. U. E comme peur. E. O comme beau. O. Donc, U comme Ursule. U. Donc voilà comment se déroulait l'enregistrement. Et ensuite, on découpe les morceaux prononcés par chaque locuteur, et c'est ça qui constitue la base de données. Alors, voici un exemple que je crois intéressant. Bon, on distingue facilement une voix d'homme d'une voix de femme. Mais quand on fait varier l'effort vocal, eh bien, on peut avoir une voix de femme qui descend à une fréquence fondamentale aussi basse que 150 Hz. Et quand une voix d'homme se met à parler un peu fort, il peut atteindre, lui aussi, la même fréquence fondamentale. Voici ce que ça donne après avoir équilibré les niveaux. C'est-à-dire, je vais vous faire écouter au même niveau sonore. A. Donc ça, c'est une femme qui prononce en voix faible. A. Ça, c'est une voix d'homme en voix
relativement forte, quoi, un peu forte, mais moi c'est bien la gamme dans laquelle je travaille. Donc même niveau sonore, même fréquence fondamentale, mais tout diffère, puisque c'est une voix de femme d'un côté, une voix d'homme de l'autre, une voix faible d'un côté, une voix forte de l'autre. Alors regardons un petit peu ce qui se passe sur le plan des analyses. Ici, vous avez un spectre un petit peu comparable à une section du sonographe. Hein, c'est-à-dire que vous regardez le spectre, vous avez la fréquence en hertz en bas, et vous avez les décibels ici pour chaque composante du son. Donc on voit que, bon, ça c'est pour la voix de femme, ça c'est pour la voix d'homme. Bon, ça se ressemble, la pente est bien la même, on a bien un paquet de formants là, aux alentours de 1000 Hz, c'est bien un A. Bon, ça se ressemble beaucoup. Donc, effectivement, l'identité du son est bien la même. Et pour voir des différences, pour essayer de voir un peu où se situent ces différences qu'on entend de genre vocal et de force de voix, il faut regarder, dans ce cas particulier, il faut regarder en bas. Et là, on voit qu'en dessous de 1000 Hz, là on a en somme agrandi cette partie-là. Et bien là, on voit que c'est effectivement fondamentalement différent. Regardez, ici, chez cette voix de femme, le fondamental est très fort, l'harmonique 2, l'harmonique 3, etc. sont plus bas. Les deux formants commencent ici, enfin il y en a un qui est un peu au-dessus, et là, vous voyez. Et ici, c'est quand même très différent. Vous voyez, la pente, en somme, la pente dans cette partie basse du spectre est complètement différente. Donc on voit que ça va pas être aussi simple parce qu'on pensait un peu naïvement que parler plus fort, c'est simplement renforcer les fréquences aiguës. Non, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et puis vous allez voir que ça dépend de la voyelle. Dans le sonogramme habituel, ce qui est en bas, là, est complètement en bas du document. Si vous regardez entre 0 et 5000 Hz, cette partie dont on vient de voir qu'elle est importante pour ce que je viens de vous dire, c'est complètement écrasé dans le bas du spectre, on ne le voit pas. Donc, ce serait intéressant de dilater un peu cette zone fréquentielle par rapport aux zones plus aiguës. C'est précisément ce que fait l'échelle Bark, qui est inspirée par des travaux de physiologie psychoacoustique, où on montre que les bandes Bark, je ne sais pas, vous êtes au courant, c'est à peu près linéaire jusque vers 1000 Hz et à peu près logarithmique au-delà de 1000 Hz. J'ai favorisé, c'est une échelle qu'on appelle les décibels A. Je ne sais pas si vous avez tenu entre les mains un sonomètre. Dans un sonomètre, il y a la position C, où toutes les fréquences contribuent également à l'évaluation du niveau sonore. Et puis, il y a la pondération A qui élimine un petit peu des basses et un petit peu des très aigus. Bon, cette pondération A, c'est celle qui est universellement utilisée pour toutes les mesures de bruit. Et donc, c'est bien qu'elle correspond à quelque chose. Et donc, j'ai choisi cette pondération. Mais on peut revenir dessus si vous avez des questions là-dessus. Vous voyez, l'atténuation, c'est en dessous de 1000 Hz. C'est un peu schématique. En dessous de 1000 Hz, on enlève 3 décibels à 500 Hz, 8 décibels à 250, 15 décibels à 125 Hz. En dessous, ça ne nous intéresse plus beaucoup pour la parole. Et puis, bon, on sélectionne la trame la plus intense dans le noyau vocalique, et puis on mesure la fréquence fondamentale et 18 coefficients Bark. Alors, dans ce que je vais vous présenter maintenant, vous n'aurez pas seulement 18 valeurs, mais des valeurs interpolées en continu. Vous allez voir, je n'insiste pas là-dessus. Alors, là, vous avez à peu près le même genre de choses que tout à l'heure, mais vous voyez que la représentation est un petit peu plus arrondie, là. Donc, je ne vais peut-être pas tout passer, ce sera un peu fastidieux. Voici, par exemple, I. A. Ou. Alors là, on voit bien une chose qui saute aux oreilles, c'est que pourtant ces divers sons n'ont pas été enregistrés les uns après les autres, ils sont piqués dans des séries différentes. Eh bien, on a systématiquement augmentation du niveau produit, donc de la force de voix,
et en même temps augmentation de la fréquence fondamentale. Absolument universel. Ça a été dit par un de vos conférenciers quand j'ai regardé les enregistrements, c'est tout à fait clair. Quand on parle plus fort, on parle plus haut. Hein, seulement, bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on parle plus haut par rapport à sa propre échelle de fréquence fondamentale. Et puis, donc, quand on regarde ces courbes-là, on voit que c'est pas facile. Hein. Bon, là, par exemple, là, c'est cette voix de femme qui prononce I, hein, I. Donc, quand c'est en voix moyenne, c'est descendant. Là, quand c'est en voix forte, les aigus montent fortement. La pente, effectivement, croît toujours de manière tout à fait importante avec l'effort, avec la force de voix. Mais les indices qu'on peut observer sur ces relevés, eh ben, ils dépendent du locuteur, ils sont pas les mêmes d'un locuteur à l'autre, et ils dépendent également de la voyelle prononcée. Donc, faut tout reconnaître, faut finalement tout reconnaître en même temps. Michel. Comment tu traces la pente? Sur quoi tu te bases pour tracer ces droites? Eh ben, ces droites sont tracées simplement comme la droite de régression, enfin, disons la droite qui approxime. Oh, ben, c'est la droite qui fait la moyenne. Par exemple, vous avez cette courbe rouge là. Eh ben, vous cherchez la droite qui est la plus, pour laquelle il y a autant de valeurs au-dessus qu'en dessous. Hein, voilà. Donc c'est la droite moyenne. Bon, il y a plusieurs manières de faire ça. Ça peut être bon. Mais enfin, en gros, ça donne la pente. On aurait pu aussi prendre la droite qui joint les maxima, mais bon, ça pose aussi d'autres problèmes. Ça, c'est pas mal. Bon, je vais pas vous détailler chacun de ces diagrammes. Je veux simplement que vous voyez ça. Vous n'imaginez pas le nombre de dizaines ou de centaines d'heures que j'ai pu passer sur ces schémas-là, à essayer de comprendre comment ça se passait. Vous avez ici toutes les locutrices, non, les locuteurs, tous les locuteurs de la base de données Coran, moyennés pour chaque niveau d'effort vocal. Donc là, les courbes commencent à être un petit peu moins entachées par les particularités individuelles. Et vous avez ici, donc on commence par le I, on va vers le OU, donc I, U, OU. Du I, on va vers le A, I, E, A. Ici, vous avez E et E. Et ici, vous avez O. Et les trois nasales en un, on. Donc c'est classé à peu près selon, disons, la sonorité des voyelles. Et je continue à regarder ça, avec un peu d'habitude, j'y trouve des indices de la voyelle qui est prononcée et des indices qui sont assez proches de ceux des phonéticiens, c'est-à-dire par exemple la courbure dans cette zone de 1000 Hz là. Là vous avez un creux. Hein. Par contre pour le A vous avez plutôt une bosse. Et puis la différence entre la partie grave et la partie aiguë. Ici c'est le OU, il y a pratiquement pas d'énergie dans l'aigu. D'ailleurs, vous coupez tout ce qui est au-dessus de 1000 Hz, vous entendrez exactement le même OU. Et puis dans les nasales, dans les nasales, il y a un truc intéressant qui apparaît sur toutes ces courbes. Là alors c'est vers 1000, 2000, 3000, entre 2 et 3000 Hz, vous avez une petite remontée là, un creux puis une remontée. Donc ça caractérise pas mal les nasales du français, hein, en on, mais on le trouve aussi dans d'autres voyelles. Donc, si vous voulez, dans ces enregistrements et dans ces représentations, eh bien, il y a à peu près toutes les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous voulez faire varier, c'est-à-dire la voyelle, la force de voix, et aussi l'échelle formantique, c'est-à-dire ce qui est interprété comme le genre vocal. Si vous regardez entre les voix de femmes ici et les voix d'hommes, à voyelle correspondante et à égal effort vocal, eh bien, on voit que les voix d'hommes sont un petit peu décalées, pas beaucoup, un barque, hein, dans cette zone qui est la zone qui est intéressante là. Dans cette zone-là, tout est un petit peu décalé et c'est très reproductible. Et bon, maintenant, c'est bien gentil de voir ça, mais encore faut-il pouvoir le mesurer. Ça veut dire que pour identifier la voyelle, estimer l'effort vocal
estimer le genre de voix, eh ben, je dois tout connaître. Je dois connaître tous les paramètres en même temps. Et c'est ça tout l'intérêt du jeu. Alors, il y a une autre base de données qu'on a enregistrée une dizaine d'années après. Alors là, bon, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais ça a été très bien fait. C'est la base que j'appelle JAE parce que le garçon qui a fait cet enregistrement s'appelle José Auguste Étienne, donc moi je l'ai appelé José. Alors pareil, hein, dans les congrès, je dis pas c'est la base José, je dis c'est la base JAE, mais ici on est en famille, c'est pas pareil. Donc là, c'était dans une pièce insonorisée, des micros super qualité, etc. Enregistrement numérique 24 bits pour encaisser la dynamique d'une centaine de décibels, etc. Et alors là, c'est très différent comme procédé alors en anglais, ils ont un terme pour ça, qu'on n'a pas le français, elicitation. Donc la manière de susciter un certain degré d'effort vocal est différente. C'est plus il n'y a plus de contexte, il n'y a plus un opérateur qui s'éloigne ou qui se rapproche. Il y a, allez, tu y vas, tu commences au niveau qui te semble normal, tu montes, tu parles de plus en plus fort, et puis ensuite tu redescends à ce niveau normal, puis ensuite tu émets tes voyelles de plus en plus faibles, et puis tu remontes au niveau normal. Mais c'est un petit peu à l'estime. Donc là, on a trois voyelles seulement, donc A, I, OU, 17 locuteurs, dont 3 enfants. Et on a un signal d'étalonnage du micro, c'est étalonné au micro poil près, etc. Mais malheureusement, il y a quelques erreurs. Il y a 2-3 enregistrements qui sont un petit peu décalés parce que on a oublié bon, bref, comme dans toutes les bases de données, c'est jamais parfait parce que c'est voilà, on étudie des traces de parole, pas de la parole vivante. Donc ici, ce qui a l'intérêt, c'est que les gens passent du très faible, voix chuchotée, au très fort, voix vraiment crier, pas hurler, parce que tout le monde ne sait pas hurler, mais enfin quelques-unes sont bien fortes, et on est bien au-delà de l'espace des 30 décibels de voix conversationnelle auxquels je m'intéresse habituellement. Et puis on répète la même voyelle au lieu de changer de voyelle à l'autre. Et puis le format est pas le même selon les locuteurs. Vous avez des locuteurs qui vont produire 50 échantillons dans toutes leurs sessions, et puis d'autres qui vont en produire 10 parce qu'ils sont plus pressés. Et puis vous avez aussi qui chantent au lieu de parler plus fort, comme ils ont remarqué que quand on parlait plus fort, on parle plus haut. Alors du coup, il et alors que il n'a pas toujours été bien compris que ce qu'on voulait, c'était parler plus fort, pas parler plus haut d'abord, mais parler plus fort. Enfin bref, donc dans toutes les bases de données, vous avez des choses comme ça, et il faut tout dépouiller à la main. Juste un tout petit exemple pour vous. Voilà, il souffre. Bon, voilà, je ne passe pas l'autre, mais c'est la même chose en descendant jusqu'à la voix. Hein. Vous voyez que le protocole d'enregistrement est foncièrement différent, et ça explique que les études qu'on va faire dessus auront d'assez grosses différences. Là encore, des familles de courbes, mais celles-ci sont vraiment intéressantes aussi, parce que, voilà, vous avez ici toutes les voix d'hommes, tous les A pour toutes les voix d'hommes de José, enfin de la base de données de José. Vous avez les A prononcés de plus en plus fort, depuis le très faible jusqu'au très fort, et chaque courbe est la moyenne de une dizaine ou une vingtaine d'enregistrements. Donc là, les courbes représentent vraiment quelque chose, elles sont significatives. Alors regardez ce qui se passe, on va regarder déjà pour le A des hommes. Eh bien, ça c'est la voix quasiment chuchotée. Il n'y a pas de voisement, il n'y a pas de réseau harmonique, donc pas d'énergie dans le bas. Et puis il commence à y avoir une petite trace de fondamentale qui apparaît. Et puis ça monte, et disons le voisement, jusque-là à peu près, le voisement va faire gonfler les courbes dans les basses fréquences. Et par contre, dans les hautes fréquences, ça ne va gonfler que plus tard.
voyez, après le voisement, il continue à monter, mais beaucoup moins vite que les hautes fréquences. Alors ça, c'est vraiment un truc, et ça se voit sur tous les enregistrements. Si vous regardez en détail, même pour les voix d'enfants, etc., pour les voix féminines et les voix d'enfants, c'est un peu plus compliqué parce que, vous voyez, le fondamental intervient à un certain moment, il interfère avec le premier formant, en particulier pour I et OU, et là, on ne sait plus du tout ce qui se passe. C'est le bazar là, dans cette zone-là. Hein, quand cette voix d'enfant parle vraiment très fort, son fondamental est aux alentours de 400 Hz, 500 Hz, donc l'harmonique 2 est à 1000, oui, c'est à peu près ça, et donc on est au-delà du premier formant. On ne sait plus, les formants, là il n'y a plus de formants, c'est le grand bazar, mais on voit toujours ces mêmes caractéristiques, c'est les basses fréquences qui commencent par monter, enfin la partie basse du spectre qui commence par monter, regardez ici aussi, et puis ensuite ce sont les aigus qui se renforcent. Donc vous voyez que tout dépend de tout, et c'est tout l'objet de la démonstration. Est-ce que tu les as recalés en amplitude ou tu les as vraiment laissés Non, là c'est brut de fonderie, ce sont les courbes telles qu'elles ont été enregistrées. D'ailleurs, tu vois, la dynamique ici est très intense, hein, entre la moyenne des sons les plus faibles qui sont à une force à peu près à 15 décibels sur cette reproduction jusqu'à plus de 70. Donc là, une dynamique de 60 décibels, ce qui est considérable. Hein? Voilà. Oui, là, c'est vraiment les données brutes, pas d'ajustement. Alors, maintenant, on va faire un tout petit peu de mathématiques. Non, pas de mathématiques, mais enfin. Voilà. Donc, on a un ensemble de sons, de tokens, chacun caractérisé par sa catégorie vocalique. Hein. 12 voyelles pour un corpus, 3 voyelles pour l'autre. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a des indices acoustiques. Les 18 valeurs Bark qui me définissent mon spectre, plus F0 que je garde comme 19e indice. Donc, l'analyse discriminante, c'est une technique mathématique qui va apprendre à prendre certaines relations entre les indices correspondant aux catégories qu'on a imposées. J'impose par exemple qu'il s'agisse d'une voix il s'agit d'un A par exemple, eh bien l'analyse discriminante va apprendre à grouper les valeurs acoustiques, si vous voulez, ensemble, de manière à correspondre le mieux à cette catégorie opposée aux autres. Si j'ai 3 voyelles, il y aura 3 catégories vocaliques. Si j'ai 12 voyelles, il y aura 12 catégories vocaliques. Et donc, le traitement va, regrouper implicitement, hein, je ne veux pas vous faire d'équation, je serais d'ailleurs incapable comme ça au tableau, mais va regrouper les observations dont on sait qu'elles doivent se ressembler, va les regrouper ensemble, et les différencier au maximum des autres groupements de catégories. Donc c'est ce que fait ce traitement, c'est ce qu'on fait avec les réseaux de neurones aussi, mais enfin, au moins avec l'analyse discriminante, on a quelque chose qui est solide. Enfin, il y a une théorie derrière, c'est reproductible, alors que les réseaux de neurones, on peut tout régler à la main, puis après on dit j'ai gagné. Et puis, alors une fois que l'analyse discriminante a appris cet objet mathématique qui est un classifieur, hein, qui va donner une valeur à chaque nouvelle observation, eh bien, on va faire le test, on garde ce classifieur, et puis on va lui présenter de nouveaux sons, et l'analyse discriminante va nous dire, pour moi, c'est plutôt un A, ou c'est plutôt un I, ou c'est plutôt une force de voix faible, ou plutôt une force de voix forte. Donc, on peut donc estimer un critère d'erreur. On peut travailler en autocohérence, c'est-à-dire en utilisant pour le test les valeurs mêmes qu'on a apprises pour fabriquer le classifieur, ou on peut faire comme on fait en reconnaissance automatique, faire de la validation croisée, c'est-à-dire apprendre sur une partie du corpus et tester sur les autres, et ensuite tourner.
Ça s'appelle la validation croisée. C'est évidemment plus significatif sur le plan statistique parce que ça indique la capacité de généralisation. Mais en l'occurrence, pour nos corpus, il y a déjà tellement de variations dans les données elles-mêmes que les valeurs obtenues en classification et en généralisation sont pas très différentes. Un chouïa après, c'est la même chose. Bon, voici ce qui sort de ces analyses. Alors là, on utilise le corpus Coran et on va faire de la classification des voyelles. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir à partir des données acoustiques comment les voyelles apparaissent dans le nouvel espace qui nous a été donné par notre analyse. Alors vous voyez qu'ici, en fait ce sont des ellipses de dispersion, chaque ellipse comprend 40% des points. Donc si je vous ai montré tous les points, vous verriez un immense pâté, on verrait rien. Mais ici, on voit quand même que il s'agit de reconnaître des voyelles. Eh bien, les voyelles apparaissent bien dans des zones assez distinctes. Et quand on a fait un petit peu de phonétique, on est tout content parce qu'on voit qu'ici, on a une dimension AI, par exemple, qui correspond à l'ouverture en phonétique, et A ou O ou qui correspond à un autre paramètre connu. Et puis ici, on a les vecteurs propres, c'est-à-dire les combinaisons que le système a fabriquées pour nous donner cette représentation. Alors, faut penser aussi que là, on représente les données testées, on représente dans le plan des 2 premières dimensions factorielles. Mais il faut penser qu'il y a un certain nombre de dimensions. Par exemple, ici, on pourrait avoir jusqu'à 11 dimensions puisqu'on a 12 voyelles. Donc, on pourrait avoir un espace à 11 dimensions. Ben, en fait, on voit qu'au bout de 3 ou 4 ou 5, on a à peu près... bon, excusez-moi pour cette petite parenthèse mathématique, j'en abuserai pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que au bout du compte, on obtient très peu d'erreurs. On obtient 12% d'erreurs. Et moi, sur ces données-là, j'ai fait des expériences perceptives en demandant à des sujets qui connaissaient pas les locuteurs, etc., d'écouter, de dire de quelle voyelle il s'agissait. Et on a trouvé 10% d'erreurs, et dont l'essentiel était dû d'ailleurs aux voyelles nasales. Donc là, on est à 12%. Ça veut dire qu'il y a dans nos données quelque chose qui n'est pas ridicule, en fait, qui correspond assez à ce que l'on cherche. Bon, pour l'autre corpus, c'est plus simple, parce que comme il n'y a que 3 voyelles, elles sont nettement séparées, donc 0,5% d'erreur, pas de problème. Mais on a une grande dynamique, vous avez pu voir que les spectres se déforment progressivement, et donc la tâche n'est pas triviale non plus, mais là, ça fait pas d'erreur. Alors maintenant, la même méthode, on va l'appliquer à la reconnaissance de la force de voix. Avant, on avait des catégories voyelles, soit 3, soit 12 voyelles. Maintenant, on va dire, voilà, je vais donner comme étiquette des catégories à mon système, je vais donner des paliers de force de voix. Donc, je vais faire des paliers de 6 décibels ou 3 décibels, et vous allez voir ce que ça donne. Alors, voici ce que ça donne. Ici, on est dans les données Coran, donc avec une faible dynamique, 30 décibels à peu près, 25 à 30 décibels entre les extrêmes. On voit que j'ai distingué 1, 2, 3, 4, 5 catégories de force de voix, ou degrés de force de voix. Et mon système va bien me classer ces forces de voix dans l'espace factoriel. Et on peut remarquer d'ailleurs que, c'est curieux, il y a toujours cette petite courbe en bas. C'est ce qu'on a vu sur les données qui se gonflaient, qui se dégonflaient tout à l'heure. C'est-à-dire que les indices présents dans le signal pour les voix faibles sont pas forcément les mêmes que les indices présents dans le signal pour les voix fortes. Vous voyez, encore un problème de non-linéarité assez troublant.
Alors ensuite, eh bien, depuis de ce classement de catégories, je peux le présenter autrement. Je peux le présenter en disant, voilà, j'ai ici le niveau sonore que j'ai mesuré, qui m'a été donné sur mes données, hein, mon niveau de référence, si vous voulez. Et puis j'ai ici le niveau qui a été calculé par l'analyse. Et si j'avais un système parfait, à partir on devrait retrouver des points sur la diagonale, exactement alignés sur la diagonale. Comme c'est pas tout à fait parfait, eh bien, on a quand même, des données qui sont assez joliment groupées le long de la diagonale. On est content quand on voit ça parce que on trouve une corrélation de presque 100%, 90 ou plus de 90%. Donc pour quelqu'un qui étudie des données, il est content parce que c'est joli comme résultat. Et donc oui, plus de 90%. Donc on a une marge d'erreur de l'ordre de l'ordre de 3 décibels, ce qui est très faible. Vous voyez l'épaisseur de ce nuage de points là, il est très faible. Ça veut dire que à partir des indices du acoustique qu'on a, alors j'ai oublié de le dire, mais c'était sur les transparents, on les a tous normalisés, c'est-à-dire qu'on peut plus, dans les données, il n'y a plus l'indication de la force de voix. Il n'y a plus, puisque c'est ce qu'on cherche à caractériser. Donc, à partir des calculs, à partir de la forme du spectre, on retrouve à 3 décibels près le niveau sonore qui était celui patenté, breveté, oui. Bien, parce que tu nous avais dit que pour les données de commande, tu n'avais pas de mesure de l'intensité. Donc, Si, la valeur mesurée en décibels, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la force de voix que j'ai déduite, que j'ai mesurée sur mes données. Mes données, elles ont été enregistrées à niveau constant, enfin, dans des conditions à peu près constantes. Donc, j'ai mesuré oui, ça n'a pas été étalonné, mais d'une valeur à une autre, d'une session à une autre, d'un enregistrement à l'autre, c'est tout reproductible. Donc, si tu veux, à une translation près, la valeur que je donnais était en relatif correcte. Donc ça, c'est la valeur mesurée, qui est marquée mesurée ici. Voilà, Et la ici, c'est la valeur mesurée, et la valeur estimée, elle est en ordonnée. Et donc, ça, c'est la valeur mesurée qu'on devrait retrouver exactement ici. Bon, on la retrouve avec une marge d'erreur statistique un écart type de plus ou moins 3 décibels. Ce que tu appelles valeur estimée, c'est à partir du modèle C'est à partir de l'analyse par analyse discriminante des formes spectrales, du profil des spectres. Voilà. Donc voilà quelque chose d'intéressant. Ça montre comme on a entre les plus faibles et les plus forts, on a une trentaine de décibels, et qu'on a une marge d'erreur statistique de l'ordre de 3 décibels, bah, ça veut dire qu'on doit pouvoir distinguer là-dedans certainement entre 5 et 10 nuances. En tout cas, c'est dans le signal. Donc d'emblée, il ne s'agit pas de valeur estimée au cours du discours par rapport à ce qui venait avant, etc. Mais simplement à l'écoute, il y a dans le signal des indices suffisants pour estimer la valeur d'intensité à 3 décibels près. C'est quand même pas mal. Alors, et ça explique pourquoi on repère ce timbre de voix plus ou moins forte, on le repère à l'oreille immédiatement. C'est pour ça la première manip que je vous ai fait entendre, voix d'homme et voix de femme à même fréquence fondamentale, on distingue tout de suite, avec un minimum d'habitude, qu'il y a une voix faible et qu'il y a une voix forte. Et entre cette voix faible et cette voix forte, on le distingue même lorsque les niveaux sont équilibrés. C'est-à-dire quand ça nous est présenté à même intensité à notre oreille, on est capable de dire, bah ça, c'était une voix de femme faible, et ça, c'était une voix d'homme forte. Donc, en tout cas, il y a ça, c'est dans le signal. Et donc, pourtant, c'est rudimentaire ce que je prends du signal. Juste un spectre au milieu de la voyelle, je laisse tomber l'attaque, je laisse tomber l'évolution temporelle, je laisse tomber un tas d'indices qu'il y a dans la vraie parole. C'est juste une petite signature, si tu veux. Bon, donc ça, c'est quand même un résultat intéressant. Sur les autres données, donc avec une beaucoup plus grande dynamique, là c'est la même échelle, on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire
c'est à peu près linéaire, enfin ça évolue comme ça. Et puis les indices dans le bas, c'est différent. Ce qui veut dire qu'on n'utilise pas les mêmes indices pour estimer qu'une voix est faible ou qu'une voix est forte. Et là, bon, c'est beaucoup plus dispersé, ce qui est normal pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire que l'enregistrement est foncièrement différent d'une base de données à l'autre. Et là, on prend des paliers de 6 décibels, mais on a une dynamique de 60, et là encore, on peut dire qu'il y a dans le signal de quoi apprécier au moins une dizaine de nuances d'effort vocal. Bon, c'est pas les mêmes conditions, pas les mêmes données, etc. Mais enfin, voilà, c'est le résultat des analyses. Alors, bon, bah bien sûr, il y aurait d'autres indices, mais pour l'instant, on est vraiment dans cet exercice de style. Alors, dernier point que je voulais traiter. Maintenant, le point qui m'intéresse vraiment. Le point qui m'intéresse vraiment, c'est dans quelle mesure c'est la force de voix, le genre du locuteur, la voyelle prononcée, dans quelle mesure dépendent les uns dépendent des autres. Dans quelle mesure, quelles sont les interactions. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est, voilà, on suppose que la voyelle est connue. Bon, je sais c'est un A, soit par une manip préalable du même genre, soit parce que je sais que c'est un A, etc. Est-ce que cela va m'aider à estimer plus précisément la force de voix? Eh bien, la réponse, vous en doutez, est oui, sur les deux corpus. Sur le corpus Coran avec les 12 voyelles, les 720 exemplaires, la dynamique réduite, etc. Quand la voyelle n'est pas connue, j'ai à peu près 3 décibels d'erreur sur ma force de voix. Quand la voyelle est connue, c'est-à-dire que je ne cherche que dans l'espace de cette voyelle-là, eh bien, j'ai une erreur notablement réduite, 2 et quelques décibels. Sur l'autre base de données, il n'y a que 3 voyelles, mais si la voyelle est inconnue, j'ai 6 décibels et demi de marge d'erreur, et quand la voyelle est connue, j'ai 5 décibels. Bon, ça je veux dire, ça sort tout seul, j'ai pas eu besoin de tirer sur les chiffres ou quoi que ce soit. Donc le fait de connaître la voyelle facilite l'estimation de la force de voix. Réciproquement, supposons que la force de voix soit connue, soit parce que je la connais par le discours qui précède, soit parce que j'ai fait une manip de reconnaissance du même genre sur la force de voix auparavant. Bon, je sais que ça sera une voix plutôt forte, ou 3-4 catégories, c'est-à-dire, vous voyez, dans la dynamique de 60 décibels, je veux dire, ben voilà, il y a un premier quart on est dans le premier quart, deuxième quart, troisième quart, quatrième quart. Bon, si j'ai cette indication-là, eh bien, mon taux d'erreur sur les voyelles pour Coran, qui était de 12,5, passe à 9, et mon taux d'erreur sur les voyelles pour le corpus José, qui était déjà ridiculement faible, est encore plus faible. Comme ces valeurs sont peu significatives, j'ai mentionné ici un autre indice mathématique, le lambda de Wilks, enfin qui me dit si ma distribution est meilleure dans un cas que dans l'autre. Et là aussi, on voit que ce lambda a diminué également. Donc, si vous voulez, ça sort des données tout seul. Il n'y a pas besoin de les solliciter. Ça veut dire que ce sont des phénomènes quand même assez puissants. Et donc, voilà, on peut faire un petit bilan de tout ça. En résumé, ben voilà, l'effort vocal peut être représenté ou indexé, disons une sorte de petit marqueur, quoi, par une grandeur objective physique qu'on appelle la force de voix, et qui est calculable à partir d'indices. Alors j'ai mis spectro-temporel, mais là, en l'occurrence, c'est purement spectro. Hein. Bon, ça, c'est dans les données. Deuxièmement, le nombre de degrés d'effort vocal qui peuvent sortir des données spontanément dans l'absolu, eh bien, c'est bien supérieur à 3. C'est pour ça que je vous ai dit au début, quand on travaille sur des bases de données où la force de voix, où l'effort vocal on le fait varier, on dit, ben voilà, voix normale, un peu plus faible, un peu plus fort. En gros, c'est tout ce qu'on dit. Donc 3 degrés. Eh ben non,
il y a dans le signal de quoi en distinguer bien plus, et sans doute pas loin de 10. Hein. Troisième point, c'est que la caractérisation, catégorisation de la force de voix et de la voyelle sont interdépendants. Quand on connaît l'un, ça facilite l'identification de l'autre. Et puis, un petit point sur lequel qui apparaît aussi, c'est que dans toutes les analyses que je vous ai présentées, le fondamental de la voix joue un rôle très très négligeable, n'apparaît pas. Or, on sait bien que quand on parle plus fort, on parle plus haut. Bon, mais simplement parce que dans ces manips, on mélange tous les locuteurs. Donc, on mélange des voix graves, on mélange des voix aiguës, des voix très aiguës. Donc, F0 dans l'absolu, il va me donner une idée du genre de locuteur, ou il va me donner une idée de la force de voix, tout mélangé. Hein. Donc, il y a une dissymétrie qui est tout à fait claire. Quand on parle plus fort, on parle plus haut, mais on peut parler plus haut en parlant plus faible. Hein. Donc, donc la réciproque n'est pas vraie. Et heureusement qu'on a cette marge de variation, de liberté pour la hauteur de la voix. Ça nous permet d'utiliser l'intonation. L'intonation qui va nous permettre de passer des nuances relatives à l'organisation de la phrase, à l'expression, à toutes sortes de choses. Donc on n'est pas obligé de parler plus fort pour parler plus haut, mais on est obligé de parler plus haut quand on parle plus fort. Voilà. Alors, bon, excusez-moi, ça c'est pour vous montrer que même si j'ai parlé uniquement des travaux que j'ai faits, il y a quand même pas mal de publications. Là, c'est un petit échantillonnage qui est relativement dans le champ que je vous ai indiqué, mais il y a quelques centaines de publications. Mais c'est pas énorme, hein. Le domaine de l'effort vocal, au sens où je l'entends, n'est pas un domaine très peuplé. Hein. Pour l'instant, je pense que ça va changer. Donc, il faut que je remercie quand même quelques collègues, hein, Christophe, Jean-Jacques Gangol, Philippe Boulard-Mareuil, Albert Rillard, qui, venu d'ici, est au LIMSI maintenant, Nicolas Audibert, qui est maintenant maître de conf à l'Institut de phonétique à Paris, Pierre Divigny, qui est un collègue de Stanford, et puis mes collègues du LIMSI qui ont bien voulu me soutenir pour ces études. Et puis aussi, j'ai une grande reconnaissance vis-à-vis des concepteurs du logiciel Pratt, que j'utilise à peu près exclusivement, et qui me permet, si j'avais eu ça il y a 20 ans, j'aurais fait des choses fantastiques. Mais bon, voilà.